À la première heure, nous pénétrons dans le parc de la Côte des Squelettes. En effet, le règlement est très strict, nous ne pourrons pas y camper et devrons en être sortis ce soir. Paysage lunaire sculpté par le vent. Petit arrêt à Torabé. Nous sommes hors saison et tout est fermé. La Skeleton Coast est réputée pour son brouillard glacé, mais par chance aujourd'hui, il fait grand beau. Et voici notre première otarie, toute jeune et toute petite. C'est une otarie à fourrure. Lorsqu'elle se chauffe au soleil, on dirait une statue de bronze. Sur 700 km, la Côte des Squelettes est déserte et inhospitalière. Une seule piste la longe dans sa partie sud et, parc national oblige, il est interdit d'en sortir. C'est pourtant la seule solution pour aller au bord de l'océan et comme nous n'avons rencontré personne de la journée, nous avons plusieurs fois bravé l'interdiction. Les squelettes, ce sont d'abord de gigantesques ossements de baleines qui jonchent les plages. Ceci n'est pas un tronc d'arbre, mais une côte de baleine. Autre squelette, celui d'un ancien derrick. Enfin, un peu de vie. Squelette d'un bateau en bois. Ce littoral, souvent noyé de brouillard, est un cimetière de navires entraînés dans ses hauts fonds rocheux et sablonneux. Nous suivons une piste de sel, bien commode le sel. C'est roulant comme du goudron. Nous arriverons trop tard à Cap Cross pour voir ce soir la colonie d'Otarie, mais nous dînerons au chaud dans le lodge. Cap Cross héberge une colonie d'otaries à fourrure de plus de 100 000 individus. Cette colonie prospère ici car les eaux glaciales du courant de Benguela sont très poissonneuses et du poisson, il en faut aux otaries en moyenne 10 kg par jour et par individu. La consommation annuelle pour toutes les colonies d'otaries d'Afrique australe dépasserait le 1 million de tonnes, faisant ainsi une sérieuse concurrence à l'industrie de la pêche. L'otarie passe de longues heures à chasser. Elle n'a pas la nage ondulée du phoque,
mais se propulse à l'aide de puissantes baleines natatoires. Animal grégaire, l'otarie n'est cependant pas très sociable, et même plutôt agressive avec ses congénères. Octobre-novembre, c'est la saison des naissances et les femelles s'occupent de leurs nouveau-nés. À peine débarrassé du placenta, le bébé commence à marcher et cherche à téter. Sa mère s'en occupera pendant 1 an. Quelques jours à peine après la naissance de son petit, la femelle doit subir les assauts du mâle. Un mastodonte de plus de 200 kg, 3 fois plus gros qu'elle. Sur Terre, l'otarie se débrouille bien mieux que le phoque. Elle est même capable de courir. Et encore une épave. Swakopmund, avec son église baroque et ses maisons colorées à colombages, c'est l'Allemagne sous les palmiers. À la fin du XIXe siècle, les colons allemands, séduits par la côte namibienne dont les eaux à 15 degrés leur rappelaient la Baltique, construisirent ici une ville balnéaire reflet de leur nostalgie. Aujourd'hui, langue et culture allemande restent très présents. On vient ici acheter ses bretzels et ses strudels, et même les bâtiments modernes ont gardé ce style germanique, cossu et soigné. À l'est de Swakopmund, nous partons en quête de la welwitschia. Cette curieuse et énorme plante aux lanières ébouriffées qui croît très lentement dans ces plaines caillouteuses. Ces spécimens moyens ont, paraît-il, près de 1000 ans. But de notre promenade, le monstre, cette welwitschia de plus de 2 mètres de diamètre, véritable fossile vivant qui aurait plus de 2000 ans. Pour le retour à Swakopmund, on prend le chemin des écoliers car la lumière est belle. John Mo, Wona Jay, talk to more. Wona Jay, talk to more. Au camping, au bord de l'océan, l'herbe était verte et l'air humide. Le lendemain matin, tout était trempé. Talk to more. Aujourd'hui, nous allons vers Sandwich Harbour, dans les grandes dunes de bord de mer. Pas question d'y aller seul avec notre 4x4. Nous avons pris un tour avec des véhicules spécialement équipés et des chauffeurs expérimentés. Oh.
Regarde comme ils sont roses. Ah oui, c'est joli. C'est fantastique. Première étape, nous grimpons sur une dune qui domine les salines. Avec une production d'1 million de tonnes par an, ce sont les plus grandes salines du sud de l'Afrique. Nous suivons ensuite un cordon de petites dunes de bord de mer. Rien de bien impressionnant, mais à un moment, les 4x4 s'arrêtent et on va se livrer à une curieuse expérience. Le sable a l'air bien dur, mais si on se met à taper des pieds, on s'enfonce et l'eau remonte. Alors quand on est nombreux à piétiner en cadence, on s'enlise allègrement. Mieux vaut ne pas s'aventurer en voiture sur ce terrain. Comme c'est marée basse, nous pouvons rouler un peu sur la plage. Mais très vite, les 4x4 s'attaquent aux grandes dunes dont ils ont l'air de se jouer sans difficulté apparente. On a droit à de petits arrêts pour admirer ce désert qui plonge dans l'océan. C'est très bien. Le plus fun, c'est la descente des dunes. Les chauffeurs se permettent des plongeons impressionnants. On monte, on descend, comme dans un parc d'attractions, rien que pour le plaisir. C'est impressionnant au début quand tu vois la pente. Ouais, ouais. Après, quand tu es dedans. Après, ouais, c'est comme un ski, hein. Ah, c'est Eh ouais. pareil. Hein. Quelques minuscules signes de vie. Des mini-melons, un insecte, ou ce springbok qui a trouvé un peu de verdure dans une dépression. La Namibie est riche en beaux déserts, mais ces dunes immenses au bord de l'océan, c'était unique. Si le vent a accumulé d'immenses dunes en bord de mer, sur les plaines de l'arrière-pays, il n'a laissé que des cailloux. Et cet Inselberg de granit fut une jolie surprise dans ce désert ingrat. Un détour par le canyon de Cuisseb, caillasseux et écrasé de lumière.
300 bornes jusqu'à Solitaire. À perte de vue, des ranches clôturées, mais on ne voit pas de bétail. Quelques habitations isolées, et quand le terrain est trop aride, seulement des cactus et les fameux arbres carquois, gigantesques aloès, appelés ainsi car les tribus San creusaient leurs branches pour en faire des carquois à flèches. Solitaire, la bien nommée, est une charmante étape en plein désert. Ces épaves de voitures échouées artistiquement au milieu des cactus témoignent des aventures d'un autre temps. Incroyable, il y a une boulangerie à Solitaire. Et ce sera un petit déjeuner mémorable. Nous arrivons dans la matinée au parc du Namim Naklouft et partons aussitôt nous promener dans le canyon de Sesriem. Un petit défilé de poudingues avec des gargouilles et des parois ruinées. Dans le chaos de rochers qui barre le canyon, il y a même une vasque d'eau verte. Après cette balade, on farniente un peu à l'ombre au camp de Sesriem avant de partir à la découverte des dunes de sable rouge. Une route qui suit la vallée de la rivière Tchosab s'enfonce de 60 km dans une mer de dunes orangées. Il ne pleut ici que tous les 10 ans, mais dans le lit du fleuve, la végétation s'obstine. Il est 16 heures et l'éclairage sur les dunes en étoiles devient magnifique. La dune 45, pyramide magique, nous invite à la contemplation. Mais on se laissera aussi tenter par l'ascension. 170 mètres de haut, ça enfonce un peu, mais en novembre, il ne fait pas trop chaud.
Envoûtés par la magie des lieux, nous y resterons jusqu'au coucher du soleil. Ce matin, un petit saut d'abord à la dune Elim, à 5 km du camp de Sesriem. C'est une dune en parabole, assez stable, avec un peu de végétation. Gérard a repéré les traces d'un petit gecko des sables qui s'enterre car il craint le soleil. Au loin, la barrière des montagnes du Naukluft. Nous reprenons la route en direction de Sossusvlei. Ce salar de Sossusvlei, c'est le terminus de la rivière Tchosab, que les dunes ont empêché d'aller plus loin. Quand l'eau s'est évaporée, les sels minéraux ont formé cette croûte blanche et argileuse. Dans le massif derrière nous, le Big Daddy, une dune de 350 mètres de haut. Ah, quel plaisir de dévaler la pente! Nous voici à Deadvlei, un salar irrémédiablement encerclé par l'avancée des dunes. Momifiés par la sécheresse, les squelettes noirs d'Acacia eribola dressent vers le ciel leurs bras torturés. Mais le temps se couvre et le vent se met à souffler en rafales. Aujourd'hui, nous ne pourrions plus gravir la dune 45 prise dans la tourmente. Mais de retour au camp, nous retrouvons la belle lumière du soir et la paix sur la savane. Chemin des écoliers pour rejoindre Windhoek. Nous aimerions bien passer une dernière nuit dans le bush en camping sauvage. On emprunte de petites pistes. Les ranchs par ici sont spécialisés dans l'élevage de l'oryx, dont la viande est succulente. Il accélère là, hein? Et on ne te fait pas de mal. Accélère par un coup pour à peu près la Allez, dépasse-le parce que le pauvre là. Mais en fin de matinée, un pneu éclate. C'est notre 5e crevaison. Fais chier! Chier, c'est plein de merde! Écœurés, nous allons rejoindre le goudron et dormir au lac Oanob. Windhoek, fin d'un beau voyage.